BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Bonjour Jean-François Filiatre. Bonjour Cédric. Jean-François Filiatre, le directeur éditorial de Marché Gagnant. Votre sujet de la semaine, quoi? On parle du livret A ? Ouais, je vous en avez parlé tout à l'heure, donc vous l'avez annoncé, puisque la nouvelle est officiellement tombée hier soir. Le taux du livret A va être abaissé à 0,5% au 1er février. Alors dans un communiqué qui était sobrement intitulé « Assurer le bon équilibre du modèle français d'épargne réglementée », le gouverneur de la Banque de France n'a pas trouvé de circonstances exceptionnelles pour déroger à la nouvelle règle qui a été fixée, je le rappelle, il y a de cela moins de 2 ans. Alors comme d'habitude, on ne cesse de nous parler du logement social. Ce matin, dans Le Parisien, Bruno Le Maire nous annonce la création de 17 000 logements sociaux grâce à cette mesure. Donc j'attends le ministre dans 6 mois, puisque le taux a vocation à être revu en août, qu'il nous donne des preuves de son propos. Toujours est-il, Cédric, que je vous invite à aller sur le site de Marché Gagnant pour lire un papier qui s'appelle « Les coulisses du livret A », notamment pour savoir comment l'argent du fonds d'épargne est géré. Allez, mettez-nous l'eau à la bouche. Convainquez-nous d'aller lire ça sur Marché Gagnant. Plusieurs faits majeurs. Déjà, on découvre que les recettes des prêts sociaux correspondent à moins de 60% des recettes du fonds d'épargne. Donc tout mettre sur le dos du logement social, ça paraît un brin réducteur. 2, on découvre que les épargnants perçoivent moins de 50% des recettes qui sont encaissées par le fonds. 3, on va maintenant se retrouver dans une situation où les épargnants vont toucher 0,5% et les banquiers 0,3%. Alors peut-être est-ce le bon équilibre du modèle français selon le gouverneur. En tout cas, je constate que peut-être que la logique, c'est que les banquiers continuent de palper beaucoup et les épargnants le moins possible. La notion du partage de la valeur entre l'industrie et les clients aurait pu être un sujet du jour. Bon, je voulais quand même vous entendre sur le livret A, mais vous aviez prévu de parler d'autre chose. Ouais, hier sur Twitter, notre consoeur Viviane Carterade a publié la lettre qui a été reçue par le détenteur d'un contrat plan assurance vie de la part de son assureur, les assurances du Crédit Mutuel. Alors, je vous lis la lettre, ça commence par « Vous êtes titulaire d'un contrat et nous vous remercions de la confiance que vous accordez pour faire fructifier votre épargne. Vous le savez, notre groupe est un groupe solide, avec des fonds propres et des réserves importantes, nous permettant d'envisager l'avenir avec sérénité. » Mais bon, jusque-là, c'est très convenu, non? Ils n'allaient pas dire autre chose? Ouais, non, bien sûr. Même le gouverneur de la Banque de France nous a parlé de la solidité du système financier l'autre jour. Mais d'ailleurs, vous noterez que ce sujet, il est intéressant parce qu'en général, on n'en parle pas, sauf quand la pression commence à monter, l'inquiétude des épargnants à poindre. Donc, à l'évidence, on commence à approcher d'un seuil d'alerte. Mais là n'est pas le sujet. Ensuite, la lettre explique, ma petite dame, les taux sont bas, voire négatifs. C'est pas bien et nous, on veut protéger les épargnants. C'est pourquoi, choupinette, les conditions générales de votre contrat vont être amenées à évoluer. Ah, et alors qu'est-ce qu'on découvre? Quels sont les changements annoncés? Vous êtes bien assis? Allez-y. Je vous rappelle que nous parlons donc du groupe Crédit Mutuel. La banque, quand je regarde ses publicités, nous rappelle que ça change tout chez elle parce qu'elle n'a pas d'actionnaires, juste des sociétaires qui ont le pouvoir dans la maison. Donc, à compter du 1er mai 2020, les frais sur versement ainsi que les frais d'arbitrage pourront être portés à hauteur de 5%. Notamment sur les versements et sur les arbitrages sur le fonds en euros. Et l'assureur de préciser qu'il s'agit bien évidemment d'un seuil maximal et que le taux effectif qui vous sera appliqué vous sera communiqué à chaque opération en toute transparence en fonction de la nature des versements et des supports choisis. Par ailleurs, la compagnie pourra se réserver la possibilité de conditionner l'accès au fonds en euros à un investissement minimal en unité de compte. Bon. Il n'y a rien de majeur là, tout assureur a le droit de faire ce qu'il veut, non? Alors attendez là, il n'y a rien de majeur. Nous sommes dans un état de droit, mais il faut reconnaître que celui-ci n'est pas franchement protecteur quand bien même il est appliqué. Alors le détenteur d'un contrat d'assurance vie, quand il a signé un contrat avec un assureur, il se dit quoi? Il se dit qu'il a figé la nature de la relation avec son assureur. Force est de constater que tel n'est pas le cas. Je le dénonce, vous savez, ici depuis des lustres, sur un sujet qui est l'attribution de la participation aux bénéfices, qui est affectée comme ça arrange l'assureur. Mais là, on rentre sur un autre sujet. Cédric, quel type de contrat avez-vous? Vous voulez dire quoi, monosupport ou multisupport? Non. Quel type de contrat? Individuel ou collectif? Bah, j'en sais rien. Voilà. Ça tombe bien, ça m'arrange, votre réponse. Donc, Cédric, vous qui êtes un professionnel qui parle d'argent à longueur de journée avec des professionnels, vous connaissez parfaitement les différences entre un mono et un multisupport. Effectivement, un fonds en euros et des unités de compte. Pourquoi? Parce que tout a été fait sur la place pour éduquer les Français à ces notions depuis des années. Et pourtant, sur mon sujet juridique, vous êtes à sec. Donc, on a oublié d'en parler aux souscripteurs.
ce qui, à l'évidence, constitue, à mon sens, un manquement caractérisé. En pratique, Cédric, il y a 2 types de contrats, l'individuel ou le collectif. Et ils sont vraiment différents? Ah oui, l'individuel, l'assureur ne peut pas le modifier sans votre accord. Tel n'est pas le cas dans le contrat collectif. Et il faut savoir en pratique qu'il y a 2 types de contrats collectifs. Il y a l'associatif, où les modifications substantielles du contrat doivent désormais être validées en assemblée générale, et le contrat collectif de base, je dirais, où le souscripteur est votre banque, par exemple, et où l'on vous doit seulement un droit d'information 3 mois avant la modification. Donc, pour celui dont on parle, le crédit mutuel, on imagine que le contrat, c'est un contrat collectif. Vous avez tout compris. Courrier envoyé le 8 janvier, modification faite à partir du 1er mai, le délai est respecté. Le client confiant croyait qu'il avait de la visibilité sur le fonctionnement de son contrat. Il n'en avait aucune. Vive l'assurance vie française et la protection des épargnants. Et voyez-vous, les épargnants, ils risquent de se faire avoir, mais sur les grandes largeurs. Sur le sujet, un sujet, je suis particulièrement inquiet. Vous savez, on revient sur ce sujet. Les assureurs veulent imposer des minimums de versement sur les unités de compte. Alors, jusqu'alors, les régulateurs, ils nous ont sagement répondu, les contrats déjà souscrits ont vocation à être respectés. Oui, a priori, c'est rassurant. Mais si on peut les modifier. Or, une grande partie des contrats de la place sont des produits collectifs, donc le risque est majeur pour les épargnants de se faire en papaouter. Bon, comme vous l'aviez dit, je suis sec. Très bien, j'imagine que je ne suis pas le seul. Je fais comment pour savoir quel est le type de mon contrat? Vous regardez les conditions générales. Au début, il y a un truc, ça s'appelle un encadré. C'est le tout premier point du contrat qu'il faut regarder. Si c'est un contrat individuel, c'est expressément mentionné. Dans le cas d'un contrat collectif, on parle de contrat collectif ou de contrat groupe. Et là, vous verrez, il y a la notion du souscripteur du contrat qui est mentionnée, car en fait, le souscripteur est une personne morale, par exemple la banque, et vous, épargnant, vous n'êtes que adhérent du contrat. Par ailleurs, on notera, si on regarde ce point-là, que rien ne différencie un contrat collectif d'un contrat associatif. Quoi qu'il en soit, me semble-t-il, sur ce sujet, il y a une dissymétrie d'expertise évidente entre les professionnels, d'une part, qui savent manier le droit, et les épargnants à qui on n'a rien expliqué. Oui, mais là, dans le cas de ce que vous nous démontrez, le droit est respecté. Ouais, mais cela dit, on va être plus loin. C'est pas le sujet. Vous êtes assureur ou banquier, Cédric, mettez-vous à leur place. Bon, vous avez un problème aujourd'hui et le droit vous gêne. Qu'est-ce que vous faites? J'essaye de voir s'il n'y a pas un article dans le gros pavé du code qui me permet de m'en sortir, non? Je vous adore. C'est intéressant votre approche. Mais vous m'avez dit de me mettre à leur place. Non, mais il y a beaucoup plus simple. Ah bon? Vous décrochez votre téléphone et vous appelez Bercy. Bureau des pleurs de la place de Paris, j'écoute. Vous avez un problème avec l'eurocroissance car les taux sont trop bas? Pas de problème. On va vous faire un décret pour vous permettre de prendre les plus-values accumulées depuis des années par les épargnants sur le fonds eurocroissance. Allô? Vous avez un problème sur la solvabilité de votre compagnie à cause du bas niveau des taux d'intérêt? Pas de problème. Le bureau assurance livre des décrets en moins de 30 minutes pour vous permettre de comptabiliser les réserves parmi vos fonds propres. Le téléphone ne cesse de sonner. Et pas qu'avec les fabricants d'automobiles. Bon, vous avez des infos sur la dernière demande? Bah oui, l'autre, elle est sortie l'autre jour dans le Canard enchaîné. Les vieux PEL coûtent trop cher aux banques. Donc, il faut trouver d'urgence une solution pour pousser les épargnants à sortir du placement le plus rentable qui soit pour eux. Alors, on cogite pour trouver la bonne solution juridique. Je pense qu'on en reparlera sûrement un autre jour.